C'est un mardi matin ordinaire, le genre de matin où le réveil sonne trop tôt et où le café n'a pas encore fait effet. Sarah vit seule dans un appartement du centre-ville, un 3 pièces au 4e étage d'un immeuble des années 80. Rien de luxueux, des murs blancs, des meubles Ikea, une plante verte qu'elle oublie régulièrement d'arroser. Elle approche de la trentaine, elle travaille dans le marketing digital et elle mène une vie parfaitement normale. Vous voyez le genre. Métro, boulot, Netflix, dodo. Le genre de vie urbaine que des millions de personnes vivent. Anonyme, banal, sûr. Ce matin-là, elle ouvre sa porte pour partir au travail. Elle a son sac sur l'épaule, ses écouteurs déjà dans les oreilles, son café to go dans la main. Et là, sur son paillasson, il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. Une clé USB, noire, standard, aucune étiquette, aucune note, juste une clé USB posée délibérément devant sa porte. Je suis tombé sur cette histoire sur Reddit il y a quelques jours. C'est posté par une femme qui vit dans une grande ville européenne et qui a vécu quelque chose d'absolument terrifiant. Je vais vous raconter son histoire exactement comme elle l'a racontée. Et croyez-moi, ce qui commence comme une simple découverte bizarre va devenir son pire cauchemar. Donc, Sarah trouve cette clé USB devant sa porte. Pas devant la porte du voisin. Pas tombée par accident dans le couloir. Non. Devant sa porte à elle. Posée avec soin, presque cérémonieusement. Comme un cadeau. Ou un message. Elle la ramasse. Elle regarde dans le couloir. Personne. Le silence habituel de l'immeuble un mardi matin. Tout le monde est déjà parti bosser. Les portes fermées, les couloirs déserts, juste le bourdonnement lointain de l'ascenseur. Elle hésite. On lui a toujours dit de ne jamais brancher une clé USB inconnue. Virus, malware, ransomware, toutes ces conneries. Mais celle-ci était clairement destinée à elle. Quelqu'un l'avait déposée là exprès. Quelqu'un qui savait où elle habitait. Quelqu'un qui était venu jusqu'à sa porte. Cette pensée la met mal à l'aise. Elle regarde encore une fois dans le couloir. Rien. Elle met la clé USB dans son sac, direction le bureau. Elle se dit qu'elle réfléchira à quoi faire plus tard. Mais toute la journée, elle ne pense qu'à ça. Pendant les réunions, elle fixe son sac. Pendant le déjeuner avec ses collègues, elle est ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Qui l'a laissé? Pourquoi? Est-ce qu'elle devrait la jeter sans regarder? Est-ce qu'elle devrait la porter directement à la police? Mais pour leur dire quoi? Quelqu'un a laissé une clé USB devant ma porte? Ils vont penser qu'elle est parano. Le soir, elle rentre chez elle avec une décision. Elle va la brancher, mais pas sur son ordinateur principal. Elle a un vieux laptop qui traîne, un machin qui date de plusieurs années et qu'elle n'utilise plus. Si c'est un virus, au pire, elle perd ce vieux truc. Elle pourra toujours le reformater ou le jeter. Elle allume l'ordinateur. Ça prend une éternité. Le genre de vieux laptop qui met 5 minutes juste pour afficher le bureau. Elle attend, tambourinant nerveusement des doigts sur la table. Pourquoi elle est si stressée? C'est juste une clé USB. Finalement, l'ordinateur est prêt. Elle insère la clé USB dans le port. Son cœur bat un peu plus vite. L'ordinateur fait ce petit bruit. Ding. Nouveau périphérique détecté. Elle retient sa respiration. Rien ne se passe. Pas de virus qui fait exploser l'écran, pas de message de rançon, juste une nouvelle fenêtre qui apparaît. Elle ouvre l'explorateur de fichiers. Un seul dossier. Il s'appelle « Pour toi » en majuscule. Comme ça, direct, sans ambiguïté. Pas documents, pas photo. Non, pour toi. Comme si la personne qui avait créé ce dossier voulait qu'elle sache que c'était personnel, que c'était un message. Elle double-clique. Son curseur hésite une seconde au-dessus du dossier. Il y a encore une petite voix dans sa tête qui lui dit d'arrêter maintenant, de fermer l'ordinateur, de jeter la clé USB, de ne jamais savoir ce qu'il y a dedans. Mais la curiosité est trop forte. Elle clique. Et là, son écran se remplit de vignettes. Des centaines de vignettes, des miniatures de photos qui chargent progressivement. Elle commence à les faire défiler et son estomac se retourne. Parce que ces photos, c'est elle.
Des centaines de photos d'elle prises à son insu. Son visage apparaît encore et encore sur l'écran, sous tous les angles, dans tous les endroits. Elle en ouvre une au hasard. C'est elle qui marche dans sa rue. Son manteau beige, celui de l'hiver dernier. Ses cheveux attachés en queue de cheval, son sac noir sur l'épaule. Photo prise de loin. Depuis l'autre côté de la rue peut être. Elle reconnaît le fond. La boulangerie au coin de sa rue. Le feu rouge. Le passage piéton. C'est définitivement son quartier. Mais elle ne se souvient pas de ce moment précis. C'était juste un jour quelconque. Un trajet banal. Et quelqu'un la photographiait. Une autre photo. Elle, assise à la terrasse d'un café. Elle porte des lunettes de soleil et elle est en train de boire quelque chose. Son café préféré, celui où elle déjeune le midi quand il fait beau. Elle a son ordinateur portable ouvert devant elle. Elle travaille probablement. Photo prise de près cette fois, comme si quelqu'un était à la table d'à côté, ou debout juste à côté d'elle, à quelques mètres. Et elle ne l'avait pas remarqué. Photo après photo. Elle au supermarché, en train de choisir des légumes, elle dans le métro, les yeux sur son téléphone, elle sortant de son immeuble le matin, l'air encore endormi. Elle au parc, près de chez elle, assise sur un banc. Elle rentrant chez elle le soir avec son sac de sport. Elle qui attend au feu rouge. Elle qui fouille dans son sac pour chercher ses clés. Elle qui parle au téléphone en marchant. Des centaines de photos. Des centaines de moments de sa vie quotidienne capturés sans qu'elle le sache. Elle fait défiler encore et encore, de plus en plus vite, de plus en plus paniquée. Les photos couvrent plusieurs mois. Elle peut le voir par ses vêtements, son manteau d'hiver, ses vestes de printemps, ses robes d'été, les saisons qui changent mais une constante. Quelqu'un la photographiait. Elle vérifie les propriétés des fichiers en tremblant. La première photo date de plusieurs mois en arrière. La dernière photo a été prise il y a quelques jours. Elle reconnaît le pull qu'elle portait. C'était vendredi dernier. Elle sortait de chez elle pour aller boire un verre avec des amis. Et quelqu'un l'avait photographiée il y a quelques jours. Cette personne était encore là, récemment. Peut être qu'elle est encore là maintenant. Sarah se lève brusquement et va à sa fenêtre. Elle regarde dans la rue, des voitures garées, quelques personnes qui passent, un couple avec un chien, un livreur sur son vélo, tout a l'air normal. Mais est-ce que l'une de ces personnes la regarde? Est-ce que quelqu'un est en train de la photographier en ce moment même? Elle ferme les rideaux d'un coup sec. Son cœur bat tellement fort qu'elle l'entend dans ses oreilles. Quelqu'un la suivait. Depuis des mois, depuis plusieurs mois entiers. Et elle ne s'en était jamais rendue compte, une seule fois. Elle repense à tous ces moments, ces trajets quotidiens qu'elle faisait sans y penser, ces cafés où elle s'asseyait seule avec son ordinateur, ses courses au supermarché le samedi matin, tous ces moments où elle se croyait anonyme dans la foule. Mais elle ne l'était pas. Quelqu'un la regardait, quelqu'un la documentait. Elle appelle sa meilleure amie Emma en tremblant. Elle arrive à peine à parler. « Il faut que tu viennes, maintenant. S'il te plaît. » Emma entend la panique dans sa voix. « J'arrive, reste où tu es. » Elle débarque rapidement. Sarah a laissé la porte déverrouillée pour elle. Emma entre en courant. « Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur. » Sarah ne dit rien. Elle lui montre juste l'ordinateur. Emma s'approche. Elle voit les photos. Son visage change. « C'est quoi ce bordel ?» Sarah lui explique. La clé USB, devant sa porte. Ce matin, Emma devient livide. Ensemble, elles s'assoient devant l'ordinateur. Elle regarde les photos une par une. Emma prend des notes. Elle essaie de rester rationnelle, même si elle est aussi terrifiée. Ok, on va analyser ça. On va comprendre. Et c'est Emma qui remarque quelque chose de bizarre. Elle ouvre 2 photos côte à côte. Regarde, cette photo et celle-là. Sarah regarde. Quoi? Emma pointe l'écran. C'est le même moment. Regarde l'arrière-plan. Les mêmes personnes. Le même bus qui passe. La même lumière. Mais les angles sont complètement différents. Celle-ci est prise de face.
celle-là de côté, presque perpendiculaire. Sarah comprend où Emma veut en venir. Tu veux dire, Emma hoche la tête. Soit la personne a couru super vite pour changer de position, soit il y avait 2 personnes qui te photographiaient en même temps. Sarah sent la nausée monter. Mais pourquoi? Qui ferait ça? Elle continue à chercher. Elle trouve d'autres exemples, plein d'exemples. Des séries de photos du même instant mais sous des angles impossibles pour une seule personne. Comme si Sarah était entourée. Comme si plusieurs personnes la surveillaient simultanément. L'idée est tellement terrifiante qu'elle a du mal à la concevoir. Alors Emma a une idée. Les métadonnées. Toutes les photos numériques contiennent des informations cachées. L'appareil qui les a prises, la date et l'heure exacte. Parfois même la localisation GPS. Elle fait un clic droit sur une photo. Propriété. Détails. Elle trouve les informations de l'appareil. iPhone. Un modèle récent. Elle vérifie une autre photo. Samsung Galaxy. Encore une autre. Nikon. Un appareil photo reflex professionnel. Une autre. Un autre iPhone mais un modèle différent. Et encore une autre. Huawei. Plusieurs marques complètement différentes. Plusieurs modèles complètement différents. Emma et Sarah se regardent. Ce ne peut pas être la même personne, dit Emma lentement. Personne n'a autant d'appareils différents. Et pourquoi quelqu'un utiliserait tantôt un iPhone, tantôt un Samsung, tantôt un appareil photo pro? Sarah secoue la tête. Elle ne comprend pas. Alors quoi? C'est plusieurs personnes? Emma réfléchit. Ou alors c'est une seule personne qui collecte des photos de toi prises par d'autres gens. Cette idée est encore plus terrifiante. Ça voudrait dire que non seulement quelqu'un la suivait et la photographiait, mais en plus cette personne récupérait des photos d'elle prises par d'autres. Mais qui? Et où? Comment? Sarah a une idée. Les réseaux sociaux. Peut être que quelqu'un avait pris ces photos et les avait postées en ligne sans qu'elle le sache. Elle ouvre Google Images. Elle fait une recherche inversée avec plusieurs des photos. Elle les télécharge et les fait glisser dans la barre de recherche. Elle attend. Aucun résultat. Elle essaie avec d'autres photos. Toujours rien. Elle en essaie une dizaine. Aucune ne donne de résultat. Ces photos n'existent nulle part sur Internet. Elles n'ont jamais été publiées publiquement. Elles n'ont jamais été partagées sur Facebook, Instagram, Twitter, nulle part. Elles existent uniquement sur cette clé USB. Quelqu'un les garde privées, quelqu'un les collectionne. Emma continue à analyser les photos. Elle les trie par date, par lieu, par type de vêtements. Elle cherche n'importe quel pattern qui pourrait les aider à comprendre. Et elle remarque quelque chose. Sarah, regarde ce que tu portes dans la plupart de ces photos. Sarah, regarde. Je suis habillée. Et alors? Emma précise. Non, mais regarde. Dans presque toutes les photos, tu es vraiment bien habillée. Robes, jupes, talons, maquillage, tes tenues de sortie. Il y a très peu de photos de toi en week-end, tu vois? En jean et basket, en mode décontracté. Sarah réfléchit à ses habitudes vestimentaires. C'est vrai. Elle s'habille comme ça principalement pour 2 occasions. Le travail et les rendez-vous. Le travail, elle peut plus ou moins éliminer. Elle va au même bureau tous les jours. Elle prend le même métro. Elle voit les mêmes collègues. Si quelqu'un là-bas l'a photographiée secrètement tous les jours depuis des mois, elle s'en serait probablement rendu compte. Ou alors, quelqu'un aurait remarqué un comportement bizarre. Mais les rendez-vous. Sarah sent son estomac se nouer. Il y a environ 7 ou 8 mois, elle s'était inscrite sur Tinder. Elle en avait un peu marre d'être célibataire, et ses amis l'avaient encouragée à essayer. Elle avait matché avec pas mal de mecs. Elle avait eu une dizaine de dates sur une période de 2 ou 3 mois. Certaines dates s'étaient bien passées. D'autres moins. Aucune n'avait vraiment mené à quelque chose de sérieux. Elle avait fini par supprimer l'application il y a quelques mois, un peu fatiguée du processus et des déceptions répétées. Elle vérifie les dates des premières photos sur la clé USB. Son sang se glace.
Les premières photos correspondent exactement à la période où elle a commencé à utiliser Tinder et à sortir avec ses mecs. La toute première photo date de quelques semaines après sa première date Tinder. Ce ne peut pas être une coïncidence. Je pense que c'est lié à mes dates Tinder, dit-elle à Emma d'une voix blanche. Les photos commencent exactement quand j'ai commencé à sortir avec des mecs de l'app. Emma comprend immédiatement les implications. Tu penses qu'un de tes dates te suivait? Sarah hoche la tête lentement. Ou plusieurs d'entre eux, je ne sais pas. Mais ça ne peut pas être une coïncidence. Elle essaie de se souvenir de tous les mecs avec qui elle était sortie. Certains visages sont flous dans sa mémoire. Des premières dates qui n'avaient duré qu'un verre. Des conversations qui s'étaient éteintes après quelques messages. Elle avait gardé les numéros de certains dans son téléphone. D'autres, elle les avait supprimés après des dates qui s'étaient mal passées ou qui ne l'avaient pas intéressée. Elle fait une liste mentale. Il y avait Thomas, le consultant en finance qui parlait trop de lui. Marc, le développeur qui était sympa mais avec qui elle n'avait pas eu de connexion. Kevin, le graphiste avec qui elle avait eu 2 ou 3 dates avant de réaliser qu'il n'y avait pas d'étincelle. Julien, qui s'était révélé un peu trop insistant. Alexandre, qui était parti vivre à l'étranger. Et quelques autres dont elle ne se souvenait même plus des prénoms. Le lendemain, Sarah prend une décision. Elle va les contacter. Tous ceux dont elle a encore le numéro. Elle commence à envoyer des messages. Prudents, pas trop alarmants. Elle ne veut pas les faire fuir si l'un d'eux est impliqué. « Salut, ça va ? Je me demandais si on pouvait se parler d'un truc bizarre qui m'est arrivé récemment. » Les réponses sont variées. La plupart ne lui répondent pas du tout. Certains laissent le message en vue sans répondre, d'autres répondent de façon froide ou distante. « Désolé, je suis occupé. » On ne se connaît pas vraiment, donc je préfère pas. Un mec qui s'appelait Kevin, accepte de la rencontrer. Il répond rapidement. « Bien sûr. On peut se voir si tu veux. Tout va bien ?» Il se donne rendez-vous dans un café public. Un Starbucks bondé en plein centre-ville. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Sarah se sent plus en sécurité comme ça. Elle arrive en avance et choisit une table près de la vitrine. Près de la sortie, au cas où. Elle commande un café qu'elle ne boit pas. Elle est trop nerveuse. Kevin arrive quelques minutes plus tard. Il est comme elle se le rappelait. Début de la trentaine, plutôt mignon. Style geek casual, jeans et hoodie, lunettes, un peu timide. Ils avaient eu 2 ou 3 dates ensemble il y a quelques mois. C'était sympa, mais il n'y avait pas vraiment de chimie. Ils avaient arrêté de se voir sans drame. Ça s'était juste éteint naturellement. Mais aujourd'hui, Kevin a l'air nerveux, vraiment nerveux. Il s'assoit en face d'elle et regarde partout sauf dans ses yeux. Ses mains tremblent légèrement. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il d'une voix mal assurée. Sarah décide d'aller droit au but. Pas de détour. Elle lui explique la situation directement. La clé USB, les centaines de photos, prises à son insu, sur plusieurs mois. Les différents appareils, le timing qui correspond à Tinder. Elle observe sa réaction attentivement. Kevin devient très pâle. Il regarde autour de lui dans le café comme s'il vérifiait que personne ne peut les entendre. Il y a quelque chose dans son langage corporel qui dit qu'il sait quelque chose, qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre. « Je pense que je sais ce qui s'est passé », dit-il finalement à voix basse. Il se penche vers elle. « Mais tu dois me promettre de ne pas me mettre dans le pétrin. Je n'ai rien fait d'illégal, techniquement. » Sarah sent son cœur s'accélérer. « Je promets, dis-moi juste ce que tu sais. » Kevin hésite encore, puis il sort son téléphone. Il ouvre une application de messagerie. WhatsApp. Il tape quelque chose et trouve un groupe privé. Le groupe s'appelle Game Masters. Il y a une photo de profil. Un emoji de Joker. Rien d'autre. Il montre son téléphone à Sarah. « C'est un groupe de mecs », explique Kevin, en parlant vite et à voix basse. Des mecs qui utilisent les apps de rencontres. Tinder, Bumble, tout ça. On partage des conseils, des techniques. Ce qui marche pas. Des stratégies pour matcher avec plus de filles, pour avoir plus de dates. Tu vois le genre. Sarah commence à comprendre où ça va. Continue. Kevin a l'air mal à l'aise.
vraiment mal à l'aise. Au début, c'était vraiment juste ça, des conseils, des mecs qui galéraient sur les apps et qui voulaient de l'aide. Mais petit à petit, c'est devenu autre chose. Il fait défiler le groupe. Sarah voit des messages défiler, des captures d'écran, des photos. Les mecs ont commencé à partager plus que des conseils. Ils partageaient aussi des photos des filles qu'ils rencontraient. Sarah sent la nausée monter. Quel genre de photos? Kevin lui montre. Des photos de femmes prises discrètement pendant des dates. Au restaurant, dans des bars, dans la rue. Des femmes qui sourient, qui parlent, qui boivent, qui mangent. Inconscientes d'être photographiées. Les hommes du groupe les partageaient entre eux. Ils commentaient. Ils notaient leur apparence. Ils se donnaient des conseils les uns aux autres. Celle-là est facile. Essaye avec elle. Attention à celle-ci. Elle parle trop. Belle prise mec. Bien joué. Des commentaires dégradants et objectifiants sur des femmes qui n'avaient aucune idée qu'elles étaient discutées dans ce groupe d'inconnus. Kevin continue à faire défiler. Je sais que c'est dégueulasse. Je le sais. J'ai rejoint le groupe au début pour les conseils Tinder parce que je galérais vraiment. Mais après j'ai réalisé à quel point c'était toxique. J'ai arrêté d'y participer activement il y a quelques mois. Je ne poste plus rien, mais je suis encore dans le groupe. Sarah est tellement dégoûtée qu'elle a du mal à respirer. Ces hommes partageaient des photos d'elle, la traitaient comme un objet, la notaient comme on noterait un produit, discutaient d'elle entre eux, sans son consentement, sans qu'elle sache. « Montre-moi si je suis dans le groupe », demande-t-elle d'une voix tremblante. Kevin cherche dans l'historique du groupe. Il y a une fonction de recherche. Il tape le prénom de Sarah. Plusieurs messages apparaissent. Il fait défiler. Sarah voit des photos d'elle. Des photos qu'elle reconnaît maintenant qu'elle les voit. Des photos prises pendant ces dates. Un verre au bar. Un dîner au restaurant. Une promenade dans le parc. Elle se voit sourire, parler, rire. Inconsciente qu'elle était photographiée. Sous les photos, des commentaires. Belle prise Kevin, elle est mignonne. Un autre mec répond. Tu as son numéro? Je veux essayer. Un autre. Elle a l'air chiante, non? Des dizaines de commentaires. Des inconnus qui discutent d'elle comme si elle était un objet. Comme si elle n'était pas une personne réelle avec des sentiments. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de membres dans ce groupe. Sarah ne peut pas voir tous les noms. Certains pseudos correspondent à des mecs avec qui elle était sortie. Elle reconnaît des noms, des photos de profil. D'autres sont des inconnus complets. Mais il y a un utilisateur qui se démarque immédiatement. Il s'appelle Mark_Observer. Sarah remarque qu'il poste beaucoup. Beaucoup plus que les autres. Et surtout, il poste beaucoup plus de photos d'elle que n'importe qui d'autre. Qui est Mark_Observer? Demande-t-elle en pointant l'écran. Kevin hausse les épaules. Aucune idée. Personne ne sait vraiment qui c'est. Il est dans le groupe depuis longtemps. Mais il est bizarre. Il ne parle jamais de ses propres dates. Il ne poste jamais de photos de lui ou de ses matchs. Il demande juste aux autres de poster plus de photos. De certaines filles en particulier. Il pose beaucoup de questions. Il veut savoir où les dates ont eu lieu. À quelle heure? Ce genre de truc. Sarah clique sur le profil de Mark dans le groupe. Elle regarde toutes ses contributions. Son cœur bat de plus en plus vite. Mark a posté des dizaines de photos d'elle. Peut être une cinquantaine. Peut être plus. Mais ce qui est terrifiant, c'est que beaucoup de ces photos ne peuvent pas avoir été prises pendant des dates. Ce sont des photos d'elle au supermarché, dans le parc, dans sa rue, en train de marcher seule, des endroits où elle n'est jamais allée avec aucun de ses dates Tinder. Mark ne se contente pas de collecter les photos que les autres postent. Il la suit lui-même. Il prend ses propres photos. Il la traque. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré Mark en personne? Demande Sarah d'une voix urgente. Kevin secoue la tête. Non, jamais. Chaque fois que quelqu'un dans le groupe propose une rencontre, tu sais, pour boire un verre entre mecs ou quoi, Mark trouve une excuse. Il dit qu'il est occupé, qu'il habite trop loin, qu'il préfère rester anonyme.
Il refuse de donner des infos personnelles sur lui. On ne sait même pas vraiment dans quelle ville il vit. Certains mecs du groupe pensent que c'est juste un troll ou un fake account. Mais Sarah sait que ce n'est pas un fake account. Mark est réel. Mark est dangereux. Mark utilise ce groupe de mecs toxiques comme source d'information pour trouver des cibles. Il regarde les photos que les autres postent. Il identifie les filles qui l'intéressent. Il pose des questions pour savoir où elles vivent, où elles traînent, quelles sont leurs habitudes. Et ensuite il les suit dans la vraie vie. Sarah réalise avec horreur qu'elle n'est probablement pas la seule. Mark a probablement fait ça à d'autres filles du groupe. Il les a toutes choisies comme cibles. Il les suit toutes. Il les collectionne. « Je peux avoir le numéro de Mark ?» demande-t-elle. Kevin hésite. Il a l'air vraiment inquiet maintenant. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Sarah. Ce mec est vraiment bizarre. Il pourrait être dangereux. » « Tu devrais être juste allé à la police avec tout ça. » Mais Sarah insiste. Elle veut savoir qui est ce Mark. Elle veut savoir pourquoi il l'a choisi elle spécifiquement. Elle veut des réponses. Kevin finit par céder. Il lui envoie le numéro que Mark utilise dans le groupe. Sarah sort du café. Elle s'éloigne un peu. Elle compose le numéro. Ça sonne. Une fois, 2 fois, 3 fois. Personne ne répond. Ça continue à sonner, puis la messagerie vocale, une voix robotique générique. Le correspondant n'est pas disponible. Elle raccroche. Elle envoie un message. Ses doigts tremblent sur l'écran de son téléphone. « Je sais ce que tu as fait. Je veux qu'on parle. » Elle appuie sur « Envoyer ». Elle attend. Les minutes passent. Pas de réponse. Elle voit que le message a été délivré, puis lu. Mark a vu son message, mais il ne répond pas. Elle attend toute la journée. Elle vérifie son téléphone toutes les 5 minutes. Rien. Mark ne répond pas. Peu. Être qu'il s'est rendu compte qu'elle savait. Peu. Être qu'il a pris peur et qu'il va disparaître. Le lendemain matin, Sarah se réveille avec une notification. Un message. Mais ce n'est pas du numéro qu'elle a utilisé hier. C'est un numéro différent. Un numéro qu'elle ne reconnaît pas. Elle ouvre le message. Son sang se glace. « Tu as aimé mon cadeau ? Je voulais que tu saches à quel point tu es belle. Je te protège. » C'est lui. C'est Mark. Il a changé de numéro, mais c'est clairement la même personne. Il savait qu'elle allait essayer de le contacter. Alors il a changé de numéro à l'avance. Il est toujours un pas devant. Sarah répond immédiatement. Ses mains tremblent tellement qu'elle fait des fautes de frappe. Elle les corrige. « Qui es-tu ? Pourquoi tu as fait ça ?» Elle appuie sur « Envoyer ». Elle fixe son écran. Les 3 petits points apparaissent. Mark est en train de taper. Puis le message arrive. « On ne s'est jamais rencontrés, mais je te connais mieux que quiconque. J'ai vu comment ces hommes te traitaient. Comment ils partageaient tes photos comme si tu étais un objet. Je suis différent. Je te respecte. Je voulais juste être proche de toi. Je voulais te montrer que je te vois vraiment. » Sarah lit et relit le message. Vous comprenez le délire ? Ce type pense qu'il la protège. Il pense qu'il est différent des autres mecs du groupe, alors qu'il est exactement ce dont elle devrait être protégée. Il la suit depuis des mois. Il la photographie sans son consentement. Il collecte des images d'elle comme un psychopathe. Et il pense que c'est de l'amour, que c'est du respect. Sarah arrête de répondre. Elle sait qu'il n'y a rien à dire à quelqu'un comme ça. Elle prend des captures d'écran de la conversation. Elle appelle la police. Cette fois, elle a des preuves concrètes. La clé USB avec toutes les photos. Les captures d'écran du groupe WhatsApp que Kevin lui a envoyé. Les messages de Mark. Les différents numéros qu'il utilise. C'est suffisant pour que la police prenne l'affaire vraiment au sérieux. 2 agents viennent chez elle le jour même. Elle leur montre tout. Ils examinent la clé USB. Ils regardent les photos. Ils lisent les messages. Ils prennent des notes. L'un des agents, une femme, la regarde avec empathie. « Je suis vraiment désolé que vous ayez vécu ça. On va faire tout notre possible pour identifier cette personne. » La police ouvre une enquête officielle. Ils contactent WhatsApp pour obtenir des informations sur le groupe.
Il commence à identifier tous les membres un par un. Kevin coopère pleinement. Il donne tous les noms et numéros qu'il connaît. Il explique comment le groupe fonctionne. Il admet sa participation même si ça va lui causer des problèmes. Dans les semaines qui suivent, beaucoup des hommes du groupe font face à des conséquences. L'histoire fuite dans les médias locaux. Pas les noms, mais l'existence du groupe. Les journaux parlent de ce réseau de mecs qui partageaient des photos de femmes à leur insu. Certains membres du groupe sont identifiés et exposés publiquement. Leurs employeurs découvrent leur participation. Plusieurs perdent leur job. D'autres font face à des poursuites légales pour partage non consenti d'images et atteinte à la vie privée. Kevin, qui a coopéré avec la police, fait quand même face à des répercussions sociales. Ses amis découvrent qu'il était dans ce groupe. Sa famille apprend qu'il partageait des photos de femmes. Même s'il essaie d'expliquer qu'il a arrêté, qu'il a réalisé que c'était mal, qu'il a aidé à arrêter les autres, beaucoup de gens coupent les ponts avec lui. Sa copine de l'époque le quitte. Ses parents sont déçus. Il perd des amis. Mais Mark, lui, reste insaisissable. Le numéro qu'il utilise est un numéro prépayé acheté sans contrat, impossible à tracer directement. Il ne poste jamais d'informations personnelles dans le groupe WhatsApp. Pas de vraies photos de profil, pas de nom complet, pas d'adresse, c'est un fantôme digital. Les techniciens de la police examinent les métadonnées des photos que Mark a postées dans le groupe. Ils cherchent n'importe quelle information qui pourrait révéler son identité ou sa localisation. La plupart des photos ont été nettoyées de leurs métadonnées. Mark savait ce qu'il faisait. Il était prudent, méthodique, mais après des semaines de recherche minutieuse, il trouve quelque chose. Une seule photo. Une photo que Mark a postée il y a plusieurs mois. Il a dû oublier de nettoyer les métadonnées de celle-ci. Ou peut être qu'il était pressé. Ou peut être qu'il a fait une erreur. Les données GPS sont encore là, cachées dans le fichier. Les coordonnées exactes de l'endroit où la photo a été prise. Les policiers entrent les coordonnées dans Google Maps. Ça les mène à un immeuble. Un vieil immeuble d'habitation dans le même quartier que Sarah, à seulement quelques rues de chez elle. Un immeuble qui a une vue directe sur l'immeuble de Sarah depuis certaines fenêtres. Depuis les étages supérieurs, on peut voir directement dans son appartement si on a un bon zoom. La police se déploie. Ils interrogent tous les résidents de l'immeuble un par un. La plupart sont des gens ordinaires, des familles, des retraités, des étudiants. Personne ne sait rien. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'étrange. Mais il y a un appartement d'un des étages supérieurs. Un homme vit seul là-bas. Il s'appelle Mark, 40 ans environ, célibataire, travaille de chez lui comme développeur web freelance. Quand les policiers frappent à sa porte, il remarque immédiatement son langage corporel. Il devient nerveux, très nerveux, il transpire, ses mains tremblent. « Oui ? Je peux vous aider ?» Sa voix est mal assurée. Les policiers demandent à entrer. Mark hésite. « Vous avez un mandat ? Ils n'en ont pas encore. Pas assez de preuves pour en obtenir un. » Mais ils expliquent qu'ils enquêtent sur une affaire de harcèlement dans le quartier, que plusieurs résidents sont interrogés, que sa coopération serait appréciée. Mark finit par les laisser entrer. Il n'a pas vraiment le choix. Refuser rendrait les choses encore plus suspectes. Et quand ils entrent, ils trouvent exactement ce qu'ils cherchaient. L'appartement de Mark est spartiate, presque vide. Un canapé, une table, mais partout, de l'équipement photo. Des téléobjectifs empilés sur des étagères, des trépieds dans les coins, plusieurs appareils photo différents, des ordinateurs, des disques durs externes et surtout, installé près de la fenêtre qui donne sur l'immeuble d'en face, un appareil photo réflexe avec un téléobjectif massif monté sur un trépied, pointé directement vers les fenêtres de l'immeuble de Sarah. Les policiers se regardent. « C'est lui, ils l'ont trouvé. »« Monsieur, on va avoir besoin que vous nous accompagniez au poste pour quelques questions. » Mark ne résiste pas. Il sait que c'est fini. Il met juste ses chaussures et les suit calmement. Au commissariat, ils obtiennent un mandat. Ils saisissent tout l'équipement de Mark. Ses ordinateurs,
ses appareils photo, ses disques durs, ses téléphones. Tous les techniciens passent des jours à analyser le contenu. Ce qu'ils trouvent rend Sarah physiquement malade quand ils lui expliquent. Des milliers de photos, pas seulement d'elle, de plusieurs autres femmes aussi. 4 autres femmes du groupe WhatsApp. Mark les avait toutes choisies comme cible. Il avait des dossiers séparés pour chacune, organisés par date, par lieu, par type de vêtements. Il les documentait méticuleusement. Il suivait leur routine, il connaissait leurs habitudes, où elles travaillaient, où elles faisaient leurs courses, où elles allaient boire un café. Il avait même des notes, des fichiers texte où il écrivait ses observations. Sarah aime le café de la rue principale. Elle y va presque tous les jours vers midi. Elle s'assoit toujours à la même table si elle est libre. Elle reste environ 1 heure. Des observations détaillées et terrifiantes qui montraient à quel point il les connaissait. Mark est placé en garde à vue. Pendant l'interrogatoire, il finit par tout admettre, sans aucun remords apparent. Il explique calmement qu'il a rejoint le groupe WhatsApp spécifiquement pour trouver des femmes à photographier, qu'il aimait collectionner des moments de leur vie, qu'il se sentait proche d'elles en les observant, qu'il pensait qu'elles étaient belles et qu'il voulait documenter leur beauté. Les psychiatres qui l'évaluent confirment qu'il a des troubles mentaux graves. Il diagnostique une obsession pathologique, un trouble de la personnalité. Il confirme qu'il représente un danger pour les femmes et recommande un traitement en institution. Mais Sarah découvre quelque chose d'encore plus terrifiant en regardant certaines des photos avec les enquêteurs. Dans quelques photos où elle est avec une de ses dates dans un café ou un restaurant, on peut voir quelque chose en arrière-plan. Quelqu'un en train de les photographier. Son date qu'il apprend en photo secrètement avec son téléphone. Elle reconnaît la scène maintenant. C'était un dîner avec Kevin. Elle voit Kevin dans le cadre, son téléphone à moitié caché sous la table, pointé vers elle. Mais derrière Kevin, encore plus flou, presque invisible si on ne fait pas attention, il y a une autre personne. Un homme seul à une table, avec un appareil photo. C'est Mark. Mark était là. Mark suivait les hommes du groupe WhatsApp pour savoir où ils emmenaient leurs dates. Il se tenait à distance. Il s'installait à une table voisine ou au bar, et il photographiait la scène entière. Il documentait tout. Le date qui photographie la fille, et lui qui photographie le date en train de photographier la fille, comme un observateur invisible, un fantôme. Sarah avait été à quelques mètres de son stalker plusieurs fois sans jamais le voir, sans jamais le remarquer. Il était juste un homme seul à une table dans un restaurant bondé. Rien de suspect, rien de mémorable. Il se fondait parfaitement dans le décor. Mark est inculpé de harcèlement aggravé, atteinte à la vie privée et plusieurs autres chefs d'accusation. Il fait face à plusieurs années de prison. Mais Sarah sait que ce n'est pas suffisant. Même s'il va en prison, il sortira un jour. Et qui sait ce qu'il fera ensuite ? S'il recommencera avec d'autres femmes, s'il trouvera de nouvelles cibles. Les 4 autres femmes que Mark suivait sont contactées par la police. Elles ont toutes des réactions similaires quand on leur apprend la vérité. Choc, horreur, dégoût, peur. Aucune d'entre elles n'avait eu la moindre idée qu'elle était surveillée, qu'elle était photographiée, qu'elle était collectionnée. L'une d'elles raconte qu'elle avait remarqué des choses étranges ces derniers mois, le sentiment d'être suivie parfois. Mais elle avait attribué ça à de la paranoïa, à l'anxiété. Elle s'était dit qu'elle regardait trop de séries policières, qu'elle imaginait des choses. Maintenant, elle sait que ses instincts avaient raison, qu'elle n'était pas parano, qu'elle était vraiment suivie. Une autre femme raconte qu'elle avait changé plusieurs fois de trajet pour rentrer chez elle parce qu'elle avait le sentiment d'être observée. Elle prenait des chemins différents. Elle vérifiait constamment derrière elle. Ses amis lui disaient qu'elle exagérait, qu'elle devait se détendre. Maintenant, elle sait qu'elle avait raison de faire attention. Sarah déménage immédiatement après l'arrestation de Mark. Elle ne peut plus vivre dans cet appartement.
Elle ne peut plus vivre en sachant qu'il l'observait depuis sa fenêtre pendant des mois, qu'il la regardait se préparer le matin, qu'il la regardait rentrer le soir, qu'il documentait chaque moment de sa vie visible depuis ses fenêtres. Elle trouve un nouvel appartement de l'autre côté de la ville, un immeuble moderne avec des rideaux opaques sur toutes les fenêtres. Elle les garde fermés en permanence maintenant. Elle ne veut plus jamais prendre le risque d'être observée. Elle supprime tous ses comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout. Elle ne veut plus de présence en ligne. Elle ne veut plus être trouvable. Elle change aussi son numéro de téléphone. Elle crée une nouvelle adresse email. Elle efface autant de traces d'elle qu'elle peut sur Internet. Elle supprime définitivement Tinder et toutes les autres applications de rencontres. Elle ne peut plus faire confiance à ce système. Elle ne peut plus prendre le risque de rencontrer quelqu'un qui pourrait faire partie d'un groupe comme ça, qui pourrait la photographier, qui pourrait la partager. Pendant des mois après, Sarah vérifie constamment autour d'elle. Dans la rue, elle regarde si quelqu'un la suit. Dans les cafés, elle vérifie si quelqu'un la photographie. Dans le métro, elle observe les autres passagers. Elle est devenue hyper vigilante, paranoïaque même. Elle le sait, mais elle ne peut pas s'en empêcher. L'expérience l'a changée. Elle ne voit plus le monde de la même façon. Ses amis essayent de l'aider. Emma est là pour elle tous les jours. Elle l'accompagne quand elle doit sortir. Elle reste dormir chez elle quand Sarah fait des cauchemars. Parce que Sarah fait des cauchemars maintenant. Des cauchemars où elle est suivie, où elle est photographiée, où des milliers d'yeux la regardent sans qu'elle puisse les voir. Elle commence une thérapie. Un psychologue spécialisé dans les traumas. Il parle de ce qui s'est passé, de comment elle se sent, de comment elle peut reconstruire un sentiment de sécurité. Ça aide, lentement, très lentement, mais ça aide. Le procès de Mark a lieu plusieurs mois plus tard. Sarah doit témoigner. Elle doit raconter devant un tribunal bondé ce qu'elle a vécu. C'est une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites, mais elle le fait. Pour elle, pour les autres femmes, pour que Mark ne puisse plus faire ça à personne d'autre. Mark est condamné. Plusieurs années de prison, obligation de soins psychiatriques, interdiction d'approcher les victimes, interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. C'est quelque chose, ce n'est pas assez. Ça ne pourra jamais être assez. Mais c'est quelque chose. Sarah vit maintenant dans son nouvel appartement, avec ses rideaux toujours fermés. Elle vérifie encore constamment autour d'elle, même si des mois ont passé. Elle ne fait plus confiance facilement.